Eh bien, bonjour à tous. Après cette présentation onctueuse, je suis surtout un geek, hein, très honnêtement. Je code depuis que j'ai 13 ans, quelque chose comme ça. Donc évidemment, quand j'ai découvert l'intelligence artificielle, ça m'a bien titillé. J'ai découvert ça par une voie un peu originale. J'ai découvert l'IA par la philo, en fait. Alors, j'étais un geek, mais pourtant, c'est par la philo, la philosophie de l'esprit, des choses comme ça, que j'ai découvert l'IA. Et puis bon, j'ai commencé à en coder et j'ai eu une vie plutôt d'entrepreneur. Ensuite, j'ai monté plusieurs sociétés. En parallèle de mes sociétés, j'ai aussi eu toute une activité artistique dans l'art numérique et notamment avec de l'intelligence artificielle. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est ce sujet qui organise ma curiosité maladive et je suis super heureux de l'avoir trouvé parce que c'est un sujet qui invite vraiment la transdisciplinarité. C'est pas un sujet technique, l'IA. Dans les entreprises, il ne faut pas le prendre comme un sujet technique, sinon on va dans le mur. C'est un sujet vraiment très multiple et donc je crois qu'on a besoin d'avoir des regards un petit peu qui connectent les points. Donc c'est ce que je vais essayer de vous proposer. En octobre donc 2025, on a un schéma qui sort, qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, où on voit la capitalisation stromboscopique de Nvidia. Donc si vous arrivez à choper le chiffre, c'est un exercice de focus attentionnel. 4,6 trillions de dollars, ou 4600 milliers de milliards de dollars. C'est la capitalisation boursière de Nvidia en octobre 2025 et c'est supérieur aux capitalisations boursières sommées de tous les grands labos pharmaceutiques du monde. Donc, les puces pour faire de l'IA valent plus cher que la santé du monde depuis octobre 2025. Un autre petit chiffre, c'est à peu près au même moment, octobre ou novembre, on passe un cap symbolique, vous avez 50% de l'argent privé investi dans le monde qui l'est sur la chaîne de valeur de l'IA. La chaîne de valeur de l'IA, c'est évidemment ce qu'on connaît en tant que grand public, les modèles et leur commercialisation. On va finir à 8 sur scène. Les modèles et leur commercialisation, mais en amont de ça, il y a évidemment les infrastructures pour faire tourner le tout, donc des centres de calcul. Cette chaîne de valeur aspire 50% de l'argent privé investi dans le monde, et aux États-Unis, c'est 64%. On n'a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité une technologie qui est un tel aspirateur à pognon. Parce que c'est une technologie très capitalistique, mais aussi parce que ce qu'elle est en train de produire dans le monde est à la hauteur de ces investissements-là. Alors, on peut se demander, est-ce qu'ils ont tous fumé la moquette quand on voit ces investissements, ou alors on peut se demander, qu'est-ce que ça anticipe? Parce que des investissements, c'est un pari sur l'avenir. Qu'est-ce que ça anticipe? Alors, pour le comprendre, et là, ça va commencer à être critique que ça fonctionne, j'ai encore 5 minutes où je peux meubler un peu. Pour le comprendre, il faut déjà regarder un tout petit peu le passé et surtout le présent, et puis après on pourra extrapoler. Alors l'intelligence artificielle, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, ça commence en 1950, hein, cette histoire-là, mais l'intelligence artificielle moderne, ça commence vraiment au début du 21e siècle, avec un type d'algorithme qui va devenir absolument crucial, qui s'appelle des réseaux de neurones artificiels, vous avez déjà entendu ça, hein, ça simule un peu le fonctionnement des neurones biologiques, et ça a une capacité absolument incroyable, qui est une grande nouvelle pour notre histoire. C'est des algorithmes qui sont capables d'apprendre. Donc déjà, hein, un petit mythe, on dit qu'il y a des gens qui codent des IA, c'est faux, personne ne code une IA. Ce qu'on code, c'est un réseau de neurones non entraînés, et puis ensuite, c'est les seuls outils dans notre histoire qu'on ne construit pas, on les cultive, on les entraîne. Ce qui aboutit à la fin, on le découvre quand on les allume. Et au début du XXIe siècle, on commence à savoir faire ces petites machines qui sont capables d'apprendre des choses. Alors au début, hein, ça n'apprend pas des choses incroyables, hein, ça apprend des choses comme on montre à un réseau de neurones 1 million de spams, 1 million de mails qui ne sont pas des spams, le réseau de neurones apprend la différence et est capable de généraliser, et ça fait des super filtres anti-spam, vous avez tout ça dans vos boîtes mail. Cette chose-là, elle va vraiment prendre son essor en... Je vais vous demander un très gros effort d'imagination. Elle va vraiment prendre son effort en 2012 avec les 3 garçons que vous voyez là. Yes, plus maintenant. Donc ces 3 garçons, est-ce que vous avez déjà vu l'une de ces tronches? Ça vous dit quelque chose? Non. Ça c'est Geoffrey Hinton. Il est prix Nobel de physique pour ses travaux en IA l'année dernière et prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique, un des 3 pères fondateurs de l'IA moderne. À l'époque, il est chercheur et il y a ses 2 étudiants en thèse, Ilya Sutskever, désormais massivement connu pour être le cerveau derrière ChatGPT. C'est lui qui a eu l'intuition de tout le programme de recherche pour faire GPT et qui l'a mené à bien. Et puis là-bas, vous avez Alex Krizhevsky, un ingénieur en IA brillant, mais ça se voit un peu sur la photo, il est timide et comme il le dit lui-même, il n'aime pas les gens. Donc quand l'IA a commencé à être connue, il a arrêté de faire de l'IA, il est allé faire autre chose. Donc il est moins connu.
Je vous montre cette photo parce qu'on est en 2012 et il y a un problème que les ingénieurs en IA essayent de résoudre, c'est de faire en sorte que des algorithmes voient le monde, qu'on leur montre plein d'images et qu'ils soient capables de reconnaître tout ce qu'il y a dessus, la vision artificielle, ce qui aujourd'hui est devenu trivial. À l'époque, ça n'allait pas du tout. Et ils vont participer à un concours dans lequel ils vont proposer un nouvel algorithme qui s'appelle AlexNet. C'est le papier de recherche le plus cité de toute l'histoire de l'IA. Alors pourquoi il est cité? Parce que tout d'un coup, quand ils arrivent au concours avec AlexNet, là où on avait des taux d'erreur énormes, tout d'un coup, on a un algorithme qui fonctionne super bien. Et donc toute la communauté scientifique s'enflamme, mais qu'est-ce qu'ils ont compris d'absolument incroyable et subtil dans le fonctionnement de l'intelligence? Qu'est-ce qui se passe? Donc on décortique et on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas grand-chose. Ils ont juste fait un très gros réseau de neurones pour l'époque. Ils ont mis plus de neurones, ils l'ont entraîné avec plus de données et plus de puissance de calcul. Et tout d'un coup, pouf, ça marche. En IA, plus on fait de quantité, plus on a de qualité. Cette idée-là, ça va devenir la bitter lesson, la leçon amère de l'IA. Les scientifiques n'aiment pas ça, ils aimeraient qu'on fasse des choses absolument magnifiques, qu'on reproduise l'efficience du cerveau humain. Mais on ne fait pas des avions qui battent des ailes, vous savez, on fait des avions qui crament du kérosène à fond, qui consomment beaucoup plus qu'un oiseau, mais on peut les envoyer plus loin, ils vont plus vite et on peut mettre des gens dedans. On ne raisonne pas avec les mêmes contraintes que la nature. On n'est pas du tout en train de faire de l'intelligence artificielle qui ressemble à un cerveau humain, on fait de l'intelligence de gros bourrins. On raisonne comme des ingénieurs, on a beaucoup plus d'énergie à disposition que ce que la nature a quand elle travaille avec l'évolution, et donc on fait de l'intelligence de bourrin. Mais n'empêche que ça fonctionne. Des scientifiques vont dire « non, là, ça ne marchera pas si on fait plus gros, il faut absolument qu'on fasse mieux, qu'on trouve des plus beaux algorithmes ». Et ils vont faire des améliorations, mais il y a d'autres chercheurs qui vont arriver, qui vont juste faire plus gros, et à chaque fois, c'est eux qui vont gagner, ça va super bien marcher. Ça va être toute la décennie du deep learning, l'apprentissage profond, parce qu'il y a de neurones profondément intégrés dans le réseau, comme il est énorme. Mais c'est juste des réseaux de neurones plus gros, le deep learning. Ça va nous permettre de craquer plein de cas d'usage. Un cas d'usage classique, vous montrez un système d'IA 1 million de radios avec des fractures, 1 million de radios sans fractures, et le système d'IA est capable d'identifier des fractures sur des radios. Depuis 2018-2019, il le fait aussi bien qu'un radiologue humain, et depuis 2022, il le fait mieux qu'un radiologue humain, et en 2025, il y a eu une étude, pas sur les radios de fractures, mais pour les cardiologues. C'est la première fois qu'on a eu une étude aboutie qui montre que le système d'IA sur certains diagnostics de cardiologie est meilleur que le cardiologue, mais il est meilleur qu'une IA plus un cardiologue. L'IA toute seule est meilleure que l'IA plus le cardiologue. Le cardiologue réintroduit de l'erreur. Donc ce genre d'application-là fonctionne déjà très très bien et continue à s'améliorer. Alors cette bitter lesson, il faut la retenir, vous allez voir, quand on va parler de l'avenir, elle va devenir absolument cruciale. Le gros problème du deep learning à cette époque-là, c'est qu'il faut énormément de données, énormément de puissance de calcul, des réseaux de neurones très gros, pour craquer des cas d'usage très précis. Par exemple, reconnaître des fractures sur des radios. Si je veux reconnaître des cellules cancéreuses sur des radios, je ne peux pas transférer l'apprentissage comme un médecin pourrait le faire assez facilement. Je suis obligé de réentraîner un système avec de la nouvelle donnée, de la nouvelle puissance de calcul. Ça coûte de nouveau très cher. Donc l'IA, à cette époque, est réservée à ceux qui ont énormément d'argent à investir sur des cas d'usage très restreints, c'est-à-dire que le cas d'usage doit passer à l'échelle, doit être à très haute valeur ajoutée. Il n'y a que des industriels ou les géants de la tech, des gros industriels ou les géants de la tech qui peuvent faire de l'IA. On entre dans l'ère présente avec non pas les IA génératives qui existent en fait depuis longtemps. En 2014, l'arrivée des IA génératives, c'est pas nouveau. La vraie révolution actuelle, c'est celle-ci. On a continué les passages à l'échelle et à un moment, il y a des chercheurs de Google qui ont créé une nouvelle architecture, ça s'appelle les transformers, c'est le T de GPT, et c'est une architecture qui permet encore plus massivement de passer à l'échelle, mais des ordres de grandeur vraiment largement supérieurs. Et donc tout d'un coup, on va avoir cette nouvelle architecture qui va nous permettre de faire des immenses, absolument énormes réseaux de neurones, avec des milliards et des milliards et des milliards de paramètres dedans. Comment on l'entraîne, GPT? Qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend un truc, c'est prédire le prochain mot sur tout le texte d'Internet. Vous avez sûrement déjà entendu ça. On lui montre le premier mot, au début il se trompe, il n'a pas appris, on lui donne la bonne réponse, il se corrige, il modifie un petit peu son fonctionnement pour être un peu plus proche de ce qu'il aurait dû être pour donner la bonne réponse. Il prend les deux premiers mots, il essaie de prédire le troisième, il se trompe, il se corrige, il essaie de prédire le quatrième, il se trompe, il se corrige, etc. Des milliards et des milliards et des milliards de fois sur toute la connaissance de l'humanité. Et quand il a fait ça, il commence, cet énorme réseau de neurones, à être très très fort pour prédire le prochain mot sur n'importe quel type de texte. Et quand vous utilisez ChatGPT ou n'importe quel chatbot avec un LLM derrière, il n'y a rien qui pense, évidemment, derrière comme un humain, mais il y a un gros modèle qui produit des mots probables. Alors, on se dit, ok, c'est généraliste, ça a l'air un peu inutile, mais en fait, quand on y réfléchit 2 minutes, cette tâche-là, pour fonctionner, elle suppose que le système, il est appris à modéliser
un peu tous les algorithmes qui produisent la langue, c'est-à-dire une grande partie de nos algorithmes d'intelligence. La langue est une espèce d'interface sur notre intelligence, et en travaillant sur la langue, ce système retrouve un peu la réalité qui se cache derrière les mots, une partie de notre intelligence. Pas tout, mais une bonne partie. Vous avez d'autres modèles de fondation. En ce moment-là, on a parlé tout à l'heure de la partie vidéo. Les modèles de fondation pour la vidéo, en fait, on leur montre des bouts de vidéo, ils doivent deviner la prochaine image, c'est le même principe. Et puis, la même façon, en fait, la méthode la plus efficace statistiquement pour eux, pour savoir que quand il y a une pomme qui est là, l'image d'après, elle va être un peu en dessous, c'est pas de prédire tout ce que pourraient faire les pixels, etc. C'est progressivement d'apprendre la réalité qui gouverne la vidéo, c'est-à-dire les lois de la physique. Et donc ces systèmes deviennent des moteurs physiques neuronaux, on les appelle comme ça, et ils commencent à être aussi capables de produire des environnements physiques, même jouables. C'est par exemple Genie 3 de Google. Le système est capable de produire quasiment en temps réel un environnement 3D avec des lois physiques complètement cohérentes, et quand vous jouez, il produit en temps réel l'environnement autour de vous. Vous jouez dans le rêve d'une IA d'une certaine façon. On est encore au début de ces technologies, mais ça avance vite. Donc les modèles de fondation, c'est très impressionnant parce qu'à travers une réalité externe, ils retrouvent un peu la réalité interne qu'il a produit, et ils arrivent à le faire sur des questions très larges. On les appelle de fondation parce que quand on en a construit un, c'est encore plus de données et de puissance de calcul qu'avant pour les construire, mais une fois qu'il existe, il devient fondation pour tous les cas d'usage à l'intérieur de son domaine. Deep learning traditionnel, si je veux avoir un système qui trie les commentaires positifs et négatifs sur le blog du West Data Festival, j'entraîne un système d'IA avec 1 million de commentaires positifs, 1 million de commentaires négatifs, et il sait faire que ça. Si je lui dis le perroquet est bleu, il me dit négatif, il sait faire que trier. Quand j'ai ChatGPT, il n'a jamais appris à trier les commentaires positifs et négatifs spécifiquement, mais comme il comprend globalement le texte, il est capable de le faire, comme il est capable de faire 1 million d'autres choses. Il a une capacité très généraliste, il est fondation pour tous les cas d'usage qui concernent du texte. Alors, dernière chose, avant qu'on mette un petit peu les mains dans le cambouis, juste une petite expérience de pensée, parce que des fois on ne se rend pas compte que juste prédire le prochain mot, en fait, ça peut nous amener extrêmement loin. Tel qu'il est sorti il y a 4 ans, c'est le Moyen-Âge de l'IA, et aujourd'hui on s'est rendu compte que cette capacité de prédire le prochain mot, elle ouvrait un champ des possibles absolument immense quand on organisait cette capacité. On va y revenir tout à l'heure, mais une petite expérience de pensée pour comprendre ça, c'est imaginer qu'à ma place, vous avez 3 chercheurs, top niveau de leur domaine, des docteurs vraiment super câblés, une chercheuse en neurobiologie, un chercheur en linguistique comparée, un autre chercheur en astrophysique. Et ils vous font chacun une conférence au top niveau de leur domaine. Et imaginez que pour chacune de ces 3 conférences, à n'importe quel moment de la conférence, vous puissiez vous lever et dire « Attendez, le prochain mot que vous allez dire, c'est celui-là. Et le suivant, ça sera celui-là. Et le suivant, ça sera celui-là. » D'une certaine façon, vous pouvez le faire dès le premier mot de la conférence. Bref, vous pouvez faire la conférence. Vous pouvez faire les 3 conférences. Vous avez la capacité à produire les mêmes résultats intellectuels que ces 3 tronches. Alors, ça ne veut pas dire que c'est intelligent comme ces 3 personnes, mais de façon pragmatique, c'est capable de produire ces résultats-là. Et aujourd'hui, en effet, les meilleurs systèmes médias sont à ce niveau-là. Ils sont au niveau de docteurs dans la plupart des domaines de l'humanité, juste en prédisant le prochain mot sur du texte probable. Donc il ne faut absolument pas sous-estimer cette simple tâche, et il ne faut surtout pas sous-estimer des systèmes d'IA qui travaillent dans des espaces mathématiques à plusieurs milliers de dimensions. On ne se rend pas du tout compte de tout ce qui émerge là-dedans. Et dire c'est que des statistiques, c'est une façon gentillette de se rassurer, mais ça n'a absolument aucune autre conséquence que se rassurer. En réalité, ces systèmes font émerger un ersatz d'intelligence très crédible. Alors, si ces modèles deviennent des modèles de fondation, le gros intérêt, c'est que tout d'un coup, quand quelqu'un en a construit un, n'importe qui peut l'utiliser. Il n'y a plus besoin de le construire soi-même, on peut utiliser ceux que les autres construisent parce qu'ils traitent plein de cas d'usage, dont ceux qu'on pourrait vouloir adresser. Et donc, ce qui s'est passé avec l'arrivée de ChatGPT, ce n'est pas une révolution scientifique ou technique, c'est une disruption au sens économique du terme, quand quelque chose qui était réservé à quelques-uns devient massivement accessible. Alors évidemment, si des enfants peuvent faire de l'IA, moi je peux en faire en live. Donc, on va jouer un peu sur les démos, et on va commencer gentiment avec une démo pour se réveiller, un peu sympa, un peu créative, et puis on va monter en puissance, on va aller sur des choses un peu plus charnues progressivement. Et ça nous amènera ensuite sur l'avenir. La première démo, je l'adore cette démo parce qu'elle est très visuelle, et puis comme on l'a dit avant, j'ai une petite touche créa, donc elle me fait plaisir. On va créer un concept de bijou avec l'IA. Alors, on va créer un concept de bijou
quand ChatGPT est arrivé, l'idée c'était de savoir prompter. Vous savez, créer un bon prompt pour utiliser ChatGPT. Bon, l'ère du prompt est en train de révolue. Hein. Les IA ont de moins en moins besoin qu'on les prompte bien. Le bon prompting, maintenant, c'est surtout donner les bons éléments de contexte à l'IA. Mais par contre, le domaine s'est énormément enrichi. Donc maintenant, il faut connaître le bon outil pour le bon cas d'usage. Évidemment, il y a des systèmes qui font plein de choses, mais il y a des systèmes qui sont meilleurs à certaines choses. Donc ici, cette petite démo, elle va me permettre aussi de jouer à interfacer plusieurs systèmes médias ensemble pour voir jusqu'où on peut aller quand on les connaît un peu. Alors, je vais commencer à utiliser Claude. Moi, j'utilise deux IA. Hein. J'utilise Mistral. On a un enjeu quand même qui est celui de la souveraineté aujourd'hui, vu ce qui se passe dans notre monde. Donc, Mistral, c'est la seule solution qui soit française, européenne. Et même si, bon, ils ont des Américains dans leurs capitaux, ça reste quand même un peu plus souverain que utiliser des systèmes américains. Évidemment, pour un usage grand public, la meilleure IA actuellement, d'après moi, c'est clairement Claude. Donc, selon les cas, si je peux, j'utilise Mistral, mais j'utilise aussi beaucoup Claude. J'utilise plus tout ChatGPT qui n'a pour moi plus aucun avantage, à part d'être connu. Donc, on va utiliser Claude, surtout parce que pour ce qui est créatif, c'est vraiment Claude qui est meilleur. Et donc, je vais envoyer un premier prompt à Claude, que je vais vous lire. Je lui dis « Tu es un grand joaillier très créatif, reconnu pour ses bijoux originaux et audacieux. » Et puis, je vais lui donner un peu de méthode créative. Je vais lui dire « Propose-moi 4 artistes très éloignés du monde de la joaillerie qui pourraient te servir d'inspiration. » En créativité, ce qu'on appelle de la dissociation. On essaye de faire se rapprocher des choses qui se rencontrent rarement et ça crée des collisions créatives. Et puis, pour chacun des artistes, on va lui demander de proposer un concept de bijoux. Donc Judd avec un bracelet empilable, Miro c'est cool, avec un collier constellation, Riley avec une bague et Chilida avec une broche. On va prendre Miro, c'est coloré, c'est cool, hein. Je pense que vous voyez à quoi ressemble Miro, mais au cas où, hop, il va mettre la startup Miro, non c'est bon, il met aussi les œuvres. C'est fou, hein, la startup Miro arrive avant l'artiste Miro, qui est quand même un tout petit peu plus historique, quoi. Donc Miro, c'est cette espèce de petite forme, et j'ai rien contre la startup Miro, hein, je trouve que c'est plutôt une belle boîte, hein, mais bon, quand même. Donc c'est ce genre d'œuvre avec toutes ces petites formes un petit peu, comme Claude l'écrivait, un surréalisme un peu poétique. Donc on veut un collier dans le style de Miro. Alors je pourrais ici, si par exemple j'utilisais ChatGPT, je pourrais demander à ChatGPT de me faire une image en effet, etc. Mais si on veut faire des belles images un peu artistiques, la bonne IA pour ça, c'est Midjourney, qui est la meilleure IA pour la beauté graphique. Pas forcément pour la facilité d'utilisation, mais pour la beauté graphique, c'est Midjourney. Donc j'ai besoin d'un prompt pour Midjourney, pour aller décrire ce collier constellation à Midjourney. Mais par contre, un prompt, c'est du langage, donc ça, je peux le demander à Claude. Donc, j'ai un prompt à écrire des prompts. On garde le concept 2, donc le concept Miro, et puis j'explique à Claude à quoi ressemble un bon prompt pour Midjourney, une description synthétique en anglais, utilisant surtout des mots-clés visuels, etc. Et puis je lui donne un exemple. Ça aussi, quand on veut une bonne, vraiment une structure bien définie dans la réponse, donner 1 ou 2 exemples à l'IA est une bonne pratique. Et donc, il me dit « Johan Miro Inspired Necklace », etc. Il me donne une jolie description. Je vais sur Midjourney, bienvenue chez Midjourney. Donc là, vous avez une image très photoréaliste. Là, c'est pas mes images, hein, c'est les images publiques, des choses un peu plus graphiques, des choses plus artistiques, carrément illustratifs, etc. Donc, on peut faire de tout, mais vous voyez que quand même, les images sont dans l'ensemble plutôt très belles. Et ici, je mets mon prompt. Alors, hop, je n'ai pas besoin de dire que c'est un prompt. On envoie, je vais juste vérifier que j'étais en format carré. Non, tac, je vais relancer. Hop. Et ici, il va me faire 4 propositions pour ce bijou, ce collier Miro. Pendant qu'il travaille, on va ajouter une petite étape. Imaginons qu'en tant que grand bijoutier, j'ai envie de créer une expérience client un petit peu sympa. J'ai envie, avec ce bijou, proposer au client qui va acheter cette œuvre absolument unique, un opéra. C'est classe un opéra. En tant que grand bijoutier, offrir un opéra, c'est une bonne expérience client. Donc je vais sur Suno. Suno, c'est une IA très efficace pour générer de la musique. Et je mets A Classical Opera with Piano. Là, je ne m'embête pas trop avec le prompt et on va voir ce qu'il nous propose. Pendant qu'il nous génère nos opéras, on va voir nos bijoux Miro, pas mal. Et ben, on reconnaît tout à fait le style de Miro. J'aime bien celui-là. Hop, je le télécharge. Et puis, encore une petite étape. On va récupérer notre bijou. On va aller dans Pixa, c'est une IA qui permet de traiter des images avec de l'IA et notamment elle a une fonctionnalité pour enlever les fonds, ce qui avant prenait un temps pas possible, maintenant est fait en temps réel. Tac,
Je vais le mettre ici. Je vais l'appeler bijou. Ah non, c'est pas le... Hop. Bijou. On va regarder ce qu'il nous a généré nos 2 opéras. On va écouter. 3 même. Alors, est-ce qu'on va avoir du son? Oui. Parfait. C'est parfaitement le style de Miro. C'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, il est encore en train de le générer, donc on va le laisser finir. Et pendant qu'il termine, on va ajouter une petite étape encore, parce qu'on a envie après d'intégrer le tout, évidemment. Là, on a des éléments disparates, mais on veut que tout ça vaille ensemble. Et donc, on va dire à Claude qu'on a envie de créer une page web simple, engageante, en français pour ce bijou. La page a un fond gris foncé, blabla. On lui explique comment fonctionne la page, vous voyez. On va lui dire qu'on veut une image du bijou dedans, un petit module audio pour lancer notre musique, qu'à droite, on veut le nom du bijou et un petit texte de présentation qui explique le bijou de façon poétique, comme le font les grands bijoutiers sur leur site. Et puis, on va lui demander de nous filer le code de cette page web. Et le code informatique, vous voyez, c'est, il est en train de me l'écrire, c'est ni plus ni moins que du langage. Donc, en apprenant à prédire le prochain mot, l'IA a aussi appris à produire le prochain mot de code. Et en ce moment, on est en train de complètement basculer, j'y reviendrai juste après, vis-à-vis du code informatique. Donc, pendant qu'il écrit le code, on va créer un petit fichier sur mon ordinateur. On va l'appeler page.html. HTML, c'est juste pour dire à mon ordinateur que c'est une page web, rien de très exotique. Je vais l'ouvrir dans le bloc-notes. Hop. Donc je peux taper dedans, hein, classiquement. Et ici, ça y est, il a terminé. Alors je ne veux pas qu'il me l'ouvre ici. Hop. Oh bah, il me file directement le fichier, trop simple. Ouais. J'aimerais quand même avoir le code. Hop. Je copie le code, je le mets, j'enregistre, je ferme parce que je ne veux plus voir de code. Et on va aller chercher notre opéra. Ça y est, il a terminé de le générer. Hop. Je le télécharge en MP3. Je vais le chercher dans mes téléchargements, je le mets dans le dossier, je l'appelle musique parce que j'ai dit à Claude qui s'appelait comme ça pour le code. Hop. Et j'ouvre ma page. Tadam. Constellation, il y a des bijoux que l'on porte et d'autres qui nous habitent. Constellation naît d'un souffle surréaliste, celui de Miro, qui dessina les étoiles avant de les nommer. Des formes biomorphiques en or jaune 18 carats s'éveillent, reliées par des fins fils d'or irréguliers comme autant de ponts entre les mondes. Émail, cobalt, rouge profond, noir d'encre, chaque éclat de couleur est une syllabe d'un poème visuel que seule la peau peut achever. Waouh, porter constellation, c'est laisser le ciel descendre sur soi. Ouais, alors Claude est pas trop mauvais en poésie, il fait des choses assez touffues. Ok, donc il m'a mis haute joaillerie, collection signe, il a même inventé une collection pour ce bijou, très bien. Donc vous voyez que très rapidement, on peut, quand on manipule un petit peu ces différents systèmes, atteindre des résultats assez aboutis. Alors en même temps, donc ça je vous le montre aussi pour vous faire passer un message, c'est pour vous dire que tout ça c'est le Moyen-Âge de l'IA. Et que en ce moment on est en train de complètement changer d'air. Donc là, je vais faire une métaphore avec la révolution industrielle. Pendant la révolution industrielle, au début, ça commence avec l'arrivée des machines-outils, qui sont des machines qui sont capables d'automatiser un geste physique. Mais la machine-outil toute seule ne produit pas la révolution industrielle. Parce que s'il faut encore plein d'humains pour orchestrer entre elles toutes les machines-outils, bah, on n'a pas l'automatisation qu'a produit l'industriel. L'automatisation, elle est arrivée grâce à une deuxième innovation qui est d'ordre organisationnel, c'est la chaîne de production, qui va orchestrer entre elles toutes les machines-outils. Là, ce que je vous ai montré, c'est l'artisanat ou le début de la révolution industrielle de l'IA avec plein de machines-outils que moi j'orchestre. C'est moi qui gère tout le processus et j'utilise Midjourney, j'utilise Claude, j'utilise Pixa, etc. Enfin, j'utilise mes différentes IA qui sont mes machines-outils, mais c'est moi l'orchestrateur. L'ère qui est en train de s'ouvrir, on l'a évoqué tout à l'heure, et vous en avez tous entendu parler au moins une fois, des agents IA. Alors, on en entend beaucoup parler des agents IA, mais bon, des fois, on dit un peu n'importe quoi dessus. Tout le monde fait des agents IA, parce qu'en ce moment, si on veut lever de l'argent, il suffit de dire qu'on fait des agents, et normalement, on trouve de l'argent. Agent, argent, je pense que voilà, c'est une proximité. Les agents IA, c'est les chaînes de production du cognitif. C'est des logiciels de type IA, évidemment, qui sont configurés pour orchestrer plein d'autres machines-outils tout au long d'un processus de travail. Alors, évidemment, le rêve
industriel de l'agentivité, c'est une espèce de taylorisation du cognitif, c'est qu'on puisse automatiser. Là où les IA génératives, telles que je les ai montrées avant, sont des outils qui augmentent les capacités humaines, parce que c'est nous qui restons les orchestrateurs, les agents sont conçus pour automatiser, il ne faut pas se voler la face, hein, c'est quand même l'enjeu derrière cette technologie. On verra après, on nuancera un petit peu tout ça. Mais c'est l'objectif. Donc, de la même façon, je vais vous montrer quelques agents qui travaillent et on va voir un peu la différence avec ce que je viens de faire maintenant. Alors, je vais commencer par un agent que j'utilise rarement, mais qui est cool visuellement, on voit bien ce qui se passe, c'est GenSpark. Donc, c'est un système agentique, vous pouvez tout à fait l'utiliser, il y a une version gratuite, GenSpark, comme ça. Vous allez sur l'interface et vous avez de nouveau une barre comme pour ChatGPT, mais vous pouvez lui connecter vos propres outils pour qu'il puisse les manipuler, genre Gmail, Google Calendar, etc., ou d'autres choses. Et il a plein de sous-agents qu'il est capable de manipuler pour créer des diapos, manipuler une feuille Excel, créer des documents, créer du code, créer des images, etc. Donc ici, juste pour voir un agent travailler, on va lancer un prompt. Comme ça a été évoqué, je viens de sortir une BD d'anticipation sur l'arrivée des super-intelligences, on en parlera un tout petit peu à la fin. Je peux avoir envie d'aller à Paris et puis d'essayer de trouver tous les magasins spécialisés en BD pour leur proposer de commercialiser ma BD, de la mettre en rayon. Donc, cas d'usage qui m'est propre, mais qui est complètement logique. J'envoie ça à GenSpark et vous voyez qu'il va utiliser des outils. Donc là, il y a toute une chaîne de travail. Il va commencer par manipuler une carte de Paris sur laquelle il va identifier les différents magasins en BD. Il va lancer un autre outil pour rechercher en parallèle sur Internet des magasins, parce que le côté carte n'est pas exhaustif. Il va aller lire tous les sites Internet qu'il va trouver pour récupérer de l'information sur tous ces magasins spécialisés en BD. Donc on voit cette chaîne de production cognitive qui s'exécute devant nous. Bon, il réfléchit aussi, donc ça c'est ce qui a permis d'arriver aux agents, c'est ce qu'on appelle les modèles de raisonnement. C'est des systèmes, des grands modèles de langue qui, au lieu de répondre d'un coup, vont produire des raisonnements sur ma question avant d'utiliser leur propre raisonnement plus ma question pour produire des mots probables correspondant à la réponse. Donc on voit très souvent maintenant avec les IA modernes cette logique de thinking, c'est en fait le système qui est en train de produire un raisonnement derrière afin d'affiner sa capacité de travail. Donc là, bon, il a même un outil qui s'appelle Penser, voilà, qu'il vient d'utiliser. Tout est outil après. Ça y est, il nous dit qu'il a suffisamment d'informations et donc là, il va utiliser un outil pour créer une Google Sheet, donc un format Excel, et le remplir avec toutes les informations qu'il est allé trouver. Donc on va le laisser faire, ça va prendre quelques minutes. Les agents, contrairement aux chatbots qui répondent d'un coup, ont besoin d'un peu de temps et on peut même, donc là c'est une tâche assez simple, ça va se faire en quelques secondes, mais pour des choses beaucoup plus complexes, on peut leur donner des minutes, des heures. On commence à avoir les meilleurs systèmes d'IA modernes qui arrivent à travailler en autonomie sans se perdre pendant plusieurs jours. Pour Gemini 3.1, ils ont même montré qu'ils arrivaient à le faire bosser pendant 1 ou 2 semaines sans qu'ils se perdent et qu'ils pouvaient faire des choses, vous imaginez tout ce qu'une IA peut faire en 1 ou 2 semaines. Donc on va le laisser finir. Pendant qu'il finit, parler d'un concept un tout petit peu adjacent qui me semble être aussi énormément important pour l'avenir de l'IA, c'est que là je suis allé sur GenSpark qui est quand même un agent en ligne, c'est pas mon agent, il n'est pas configuré pour moi. Mais je peux aussi, j'ai bien sûr mes propres agents, et c'est un peu la grosse mode en ce moment, on commence à arriver à maturité sur ce qu'on appelle les agents always on. C'est des agents qui tournent constamment sur un serveur et qui n'attendent que vous lui envoyiez un message, un texto, un mail, n'importe quoi, pour réaliser des choses que vous pouvez avoir préconfigurées à l'avance ou non. Donc il y en a un nouveau, là je vais vous faire une démo vraiment, je ne sais pas si ça va marcher d'une certaine façon, puisque c'est un agent qui est sorti cette semaine, donc un système agentique, donc je suis en train de le configurer et de l'améliorer. Ça s'appelle Zo Computer, je vous conseille d'aller regarder, il y a une version gratuite là aussi, c'est très intéressant. Et donc une fois que vous l'avez créé, vous avez votre petit agent qui tourne constamment sur un cloud, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, le configurer comme il faut, et puis après vous pouvez lui parler par mail ou par Telegram. Donc là, hop, je suis sur mon Telegram, et ici, vous savez ma démo bijou, je vais la refaire, mais sans que ça soit moi qui manipule, c'est mon agent qui orchestre. Donc, je vais simplement lui dire, ok, génère une image de collier dans le style de Kandinsky, crée une page web pour la présenter comme le ferait un grand bijoutier et donne-moi le lien de la page web. Et puis, je vais le laisser utiliser les outils qu'il faut. C'est plus moi qui vais orchestrer et il va me renvoyer. Donc là, vous voyez, il est en train de bosser. On voit is typing. Donc là, sur son petit serveur, il travaille, il construit tout. Et puis, il va me renvoyer dans le chat le lien de la page web. Donc, on le laisse faire. Pendant qu'il fait ça, on va voir si notre GenSpark a terminé. Oui, il a terminé. Donc, hop, il nous ouvre une feuille Excel. Comme je suis sur une connexion, hop, on se reconnecte, c'est les joies du live. Et voilà,
Bon, là, les erreurs, c'est juste parce que c'est des numéros de téléphone, hein, c'est le côté formule Excel, voilà, mais il y a bien les numéros de téléphone dedans. Et on a une jolie feuille Excel. Et là, je pourrais lui dire ensuite, bon, ben, récupère de l'information sur toutes ces librairies, voilà les infos sur ma BD, et maintenant écris-moi des mails qui sont pertinents pour chacune de ces librairies, et mets-les en brouillon dans ma boîte mail. Je pourrais même lui dire de les envoyer, mais je n'utilise pas ce genre de fonctionnalité, j'aime bien envoyer mes mails moi-même, mais il peut me les préparer et me les mettre en brouillon dans ma boîte Gmail. Il peut aussi me construire un itinéraire pour aller les rencontrer de façon la plus efficace possible, si je suis à pied dans Paris, etc. Ça devient un assistant assez généraliste. Voilà. Et ici, ça y est, il a créé la page web, on va l'ouvrir, hop. Donc vous voyez, il me répond, c'est fait, une page élégante, style grand bijoutier, concept le cercle cosmique, collier édition Kandinsky en or, blablabla. Et quand on ouvre, tac, on a notre cercle cosmique. Alors bon, le bijou, je préférais celui d'avant, mais on reconnaît un peu le style de Kandinsky. Il aurait pu faire un style peut-être un petit peu plus direct, mais voilà. En tout cas, on a une page complète. Donc, vous voyez que les agents changent complètement la façon de travailler avec l'IA. Pour l'instant, c'est encore un peu geek, mais c'est en train de basculer, et dans les prochains mois, ça sera vraiment grand public, d'avoir ces agents always on qui tournent sur nos serveurs, qui sont configurés pour être connectés à tout notre environnement de travail, à connaître bien nos préférences, on va leur définir des processus de travail qu'on réalise souvent. Pour les autres choses, ils se débrouilleront tout seuls, et on va échanger de plus en plus avec eux de façon multimodale, comme on échange avec des collègues, par mail, par WhatsApp, par Telegram, ce genre de choses. Allez voir Zo Computer, c'est vraiment un joli coup d'œil dans l'avenir. Et en plus, comme c'est le tout début, comme ça vient de sortir, si vous vous débrouillez bien, en fait, quand vous créez votre compte, quand vous donnez un nom d'utilisateur, et ça vous crée un sous-domaine qui n'appartiendra qu'à vous chez Zo Computer. Et donc, c'est encore le moment d'avoir un nom de domaine avec juste votre prénom. Moi, j'ai réussi à avoir Flavien, donc j'ai flavien.zo.computer, parce que j'étais le premier Flavien à utiliser Zo au monde. Donc, si vous y allez maintenant, votre prénom, votre nom de famille, il y a encore des chances que vous puissiez le récupérer complètement gratuit. Ok. Évidemment, je vous ai montré des petites choses avec le code. Je vous ai montré qu'il crée une page web, etc. Mais en ce moment, le gros truc des agents, c'est le code. En fait, le code informatique, déjà, c'est que du langage. Donc, les systèmes d'IA sont par défaut très forts pour le traiter. Et en plus, les problèmes posés par le code sont des problèmes pour lesquels on peut assez facilement savoir si ça marche. Il suffit de voir si le code fonctionne à la fin. Et donc, ça permet assez facilement d'avoir des validations de type vrai-faux. Et ça, c'est vachement bien pour vraiment entraîner des IA de façon très précise sur des tâches. Donc, les IA le code a toutes les caractéristiques de ce qui plaît bien aux IA. Pour les techniciens, ça permet de faire de l'apprentissage par renforcement très efficacement. Donc, beaucoup de boîtes, et notamment Anthropic derrière Claude, se sont concentrées sur la question du code, parce que bien sûr, c'est un gros enjeu. On ne se rend pas toujours compte quand on n'est pas codeur, mais le code, c'est un pouvoir absolu sur le monde numérique. C'est la liberté de faire tout ce qu'on veut, c'est la liberté de tout créer. En ce moment, les systèmes d'IA, j'aurais pas dit ça il y a 6 mois, mais depuis l'arrivée d'Opus 4.5 en novembre et encore plus Opus 4.6, les IA ont atteint un niveau de code que je ne m'attendais pas à avoir arrivé avant au moins 1 ou 2 ans. Les systèmes d'IA, donc par exemple Claude 4.6, aujourd'hui se classent dans les 2% de meilleurs codeurs du monde sur des tâches spécifiques. Et quand on les met dans des systèmes agentiques faits pour construire du code, ils commencent à être capables de construire toutes les architectures, la sécurité, des logiques de paiement en toute autonomie. Ils pondent des projets de code super complets. Alors, quand il y a des choses critiques, évidemment, pour l'instant, on sait, les IA peuvent halluciner, il peut y avoir des petits problèmes, etc. Donc, il faut garder l'œil humain dans la boucle. Mais c'est pas sûr que ça dure encore très longtemps. Là encore, il y a 6 mois, j'aurais pas dit ça, mais là, je pense qu'en tant que codeur, il faut se réveiller. Je suis pas sûr que dans 2 ans, on écrive encore des lignes de code. Les chercheurs en IA, peut-être, mais ce sera l'exception bien plus que la règle. Et on est en train de passer un cap pour lequel le grand public va gagner un pouvoir d'agir absolument incroyable. Le mot va devenir dans le monde numérique performatif, c'est-à-dire qu'il va créer la chose qu'on dit, grâce à l'automatisation du code. Alors évidemment, pareil, je vais vous faire de la démo là-dessus. Je crois qu'on n'a pas du tout pris l'ampleur de la révolution que ça va représenter. Et du coup, en ce moment, je m'amuse beaucoup je fais assez régulièrement des formations de 2 jours sur ce qu'on appelle le vibe coding, le coding avec de l'IA. C'est assez grisant parce que la façon de le présenter, en fait, c'est de dire, imaginez que là, on vous dise, vous prenez 2 jours de votre vie, vous restez bien concentré, 7-8 heures par jour, ok, 2 jours seulement, et vous parlez couramment chinois derrière.
Et en effet, si vous avez 2 jours complets pour bien apprendre à construire votre savoir-faire en vibe coding, sans avoir besoin de savoir coder, aujourd'hui, vous pouvez construire quasiment n'importe quoi. Donc, je vais faire une petite démo. Je vais rester dans l'accessible pour de la démo. Du coup, je vais utiliser, là aussi, une app sur le web. Le mieux derrière, c'est de construire son propre système. Et en effet, en 2 jours, on peut avoir son propre système et ne pas dépendre de systèmes externes, ce qui est bien plus agréable. Mais là, je vais utiliser V0, qui est un système très sympa pour construire des applis, des sites, etc. Et je vais simplement lui dire, alors je sais que le Crédit Mutuel est un partenaire, donc j'ai pris ça comme exemple, créer une app pour gérer les congés des collaborateurs du Crédit Mutuel. Désolé au Crédit Mutuel si vous avez payé un prestataire il y a 6 mois pour faire ça. Donc, on lui dit, alors évidemment, si je veux créer quelque chose d'un peu poussé, je donne un cahier des charges plus complet. Là, je lui donne un truc assez simple et vous voyez, il va commencer sa logique agentique, mais il est conçu pour vraiment bien gérer toute la logique d'un projet de code. Donc, si Internet veut bien fonctionner, oui, ça va. Donc là, il raisonne un petit peu, on le laisse faire. Il nous dit qu'il va créer l'application, très bien, ok. Il crée le design, donc là, il utilise des outils. Il a un outil pour définir le design. Là, il me propose d'installer une base de données. Il est tout à fait capable d'installer et de gérer le niveau de base de données si besoin. Alors, quand il va nous proposer de choisir, je vais mettre skip, voilà, parce que pour la démo, on n'a pas besoin de base de données. Donc, on va le laisser construire. Il va sûrement nous mettre des fausses données dans l'interface juste pour qu'on simule un petit peu le fonctionnement. Donc vous voyez, il est vraiment capable de déplier toute une chaîne de production cognitive vis-à-vis du code. Et là, il va commencer à coder. Donc là aussi, c'est toute une app qu'on lui demande, donc ça va prendre un petit peu de temps quand même. On va le laisser bosser tranquillement. Pendant qu'il bosse, et on viendra voir le résultat après, on va retourner sur Claude. Et évidemment, les grands créateurs de systèmes médias, comme Anthropic derrière Claude, se sont aussi mis à l'agentique. Ils ne vont pas laisser les boîtes construire des agents sur leur propre système sans essayer d'en capter une partie de la valeur. Et donc, de la même façon, c'est la meilleure IA pour générer du code. Donc, on va faire un petit cas d'usage directement dans Claude pour voir ce que ça donne. Alors, vous savez, la donnée, on en a besoin pour faire de l'IA, mais une fois qu'on a des IA entraînées, elles deviennent aussi très fortes pour analyser de la donnée. Donc voilà de la donnée, ça c'est pour les industriels dans la salle, c'est de la donnée machine. Vous avez 10 000 lignes de données machine avec produit, type, air, température, température de process, rotational speed, torque, etc. Et la dernière colonne, vous avez un indicateur, est-ce qu'il y a eu des failures, donc des pannes ou pas. Donc c'est un jeu de données intéressant sur une machine. C'est super compliqué à analyser à la main, il faut être data scientist, mais Claude est un très bon data scientist. Donc je lui passe, alors, ça s'appelle Bijou juste parce que je l'ai renommé tout à l'heure sans faire exprès, mais ça n'a rien à voir avec des bijoux cette fois-ci. Et je lui dis, ce petit prompt il est magique avec Claude, je vous conseille de tous le tester. Analyse ces données et produis-moi un tableau de bord interactif permettant de les visualiser et manipuler simplement. La donnée brute, c'est très compliqué, mais des visualisations sur la donnée, ça, l'humain, le cerveau humain, il sait interpréter, il sait comprendre et ça permet d'avoir du décisionnel derrière. Donc, construire des tableaux de bord, aujourd'hui, c'est devenu trivial et on va laisser Claude travailler. Donc, pareil, vous voyez toute sa chaîne de production, là, là il est en mode agent, parce que la tâche est un peu complexe, il se met lui-même en mode agent. On va le laisser faire et on reviendra voir. Donc déjà, il nous dit c'est un dataset de maintenance prédictive de machine, donc il comprend bien ce que c'est. Et on va le laisser créer le tableau de bord et on reviendra après. Est-ce qu'ici, il a terminé? Non, il est encore en train de coder. On peut voir le code ici. Alors bon, c'est flouté, mais on voit le code qui se construit progressivement. Il est en train de sûrement de terminer. Ça devrait bientôt être fini. Ce qu'il y a de très très fort avec Claude et pourquoi il est très bon en code, c'est alors déjà il est très bon en interface, il fait des interfaces très jolies, et puis il est très très fort pour planifier. C'est ça qui a vraiment débloqué le potentiel des agents, c'est que depuis Claude 4.5 et Claude 4.6 et puis Gemini 3 aussi dans son style, on a des systèmes d'IA qui commencent à être très bons pour planifier tout un processus, construire leur to-do, leur chaîne de production cognitive, et ensuite la réaliser. Avant eux, les systèmes d'IA étaient mauvais pour planifier. Dès qu'on leur demandait de planifier, ils faisaient un truc qui était un peu bancal, et donc quand ils essayaient de l'exécuter, ça ne marchait pas. Maintenant, ils sont bons pour planifier, et donc après, ils n'ont plus qu'à exécuter les étapes les unes après les autres du propre plan qu'ils ont eux-mêmes défini. Donc, pour le code, ils le font très très bien. Et Claude Code, moi, quand je le lance pour créer une app, je peux le laisser travailler 1 heure pour qu'il me ponde toute une très grosse base de code vraiment propre. Et à la fin, j'appuie sur un bouton et j'ai mon app qui tourne. Même sur des apps un peu complexes, maintenant, c'est assez impressionnant. Là encore, s'il y a des enjeux de sécurité, de confidentialité très fortes,
il est encore très important d'avoir un humain dans la boucle. L'IA n'est pas non plus complètement magique. Mais pour la construction, les fonctionnalités, ça change tout. Là, ça y est, il a terminé. Donc, on va regarder la petite application Crédit Mutuel. On va l'ouvrir en plein écran. Elle est en train de se charger. Là aussi, Internet est... Ça y est. Hop, on va la rouvrir. Tac. Donc, vous voyez, on a un beau tableau de bord pour gérer les congés des collaborateurs. Il nous a mis des fausses données, en effet, avec des faux collaborateurs, etc. On peut aller faire une nouvelle demande. Donc, par exemple, pour Sophie Bernard à la compta, elle est malade. Date de début, on va mettre demain jusqu'à ce week-end. Mal de gorge. Hop. On va soumettre la demande, tac, la demande est envoyée, on peut retourner au tableau de bord, on peut aller dans le calendrier voir les demandes de congés, on peut valider des congés, traiter cette demande, refuser, etc. On peut voir toute l'équipe, etc., etc. Donc pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de base de données derrière, donc si je recharge la page, tout est remis à zéro, mais vous voyez qu'on a déjà une application qui est fonctionnelle, évidemment pour des fonctionnalités de base. Ensuite, on enrichit, il suffit de demander à notre système, rajoute-moi une interface pour faire ceci, rajoute-moi cela, etc. Et puis il le fait. Change-moi les couleurs, ajoute-moi des images, blablabla. Et ici, notre tableau de bord, il est encore en train de le construire, donc on va le laisser finir. V0, vous pouvez tester. Vous avez aussi des choses comme Lovable ou Anything.com qui sont très puissants pour la création de code. Jusqu'à maintenant, je conseillais beaucoup d'utiliser ces outils quand on n'était pas codeur parce qu'ils gèrent toute la complexité pour vous. Là, on est vraiment en train de basculer et ils commencent à être vraiment très pertinents pour n'importe qui, opérationnel, dirigeant, institutionnel, etc., de prendre 2 jours et d'apprendre tous les fondamentaux. Il n'y a plus besoin d'apprendre à coder, il y a besoin d'apprendre à comprendre comment fonctionne le web, comment fonctionne une infrastructure technique, comment on déploie sur Internet, ce que c'est une API. Il y a quelques concepts comme ça, mais en 2 jours, on a toutes les compétences pour avoir une puissance dans le monde numérique absolument délirante. Le problème après, c'est qu'on se met à vouloir lancer des apps, des sites web, etc. 4 fois par jour. Dès qu'on a le moindre problème, on lance des apps, etc. Et on finit des fois par se perdre dans le trou du lapin blanc. Mais au début, c'est plutôt bien, il faut avoir cette curiosité. Bon, ici, ok, il a trouvé que le jeu de données était trop large, je ne sais pas pourquoi. Bon, normalement, il y arrive très bien, mais vous savez, c'est des IA, hein, c'est statistique, donc d'une fois à l'autre, il ne réagit pas de la même façon, il faut le laisser faire, il va se débrouiller. Ce qui est génial aussi, c'est que maintenant, quand il y a des erreurs, quand il y a des problèmes, il est capable de voir les erreurs et de les corriger. Ça y est, il a terminé. Voilà notre joli tableau de bord. Donc, ce qui est génial avec Claude aussi, c'est qu'il peut ouvrir ce qu'il appelle des artefacts. Donc, directement dans l'interface de Claude, il peut exécuter le code, ouvrir des documents. Et vous voyez, on a un joli tableau de bord interactif. Donc, on voit le type de panne, les taux de panne, des choses que je ne connais pas, n'étant pas du domaine, mais les industriels comprendraient très bien tout ça. Le type de données pour voir par catégorie. On peut regarder juste en panne, on peut réinitialiser les filtres, etc. Donc vous voyez qu'on a un super tableau de bord pour mieux comprendre nos données. On pourrait s'amuser, je ne vais pas le faire parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous parler un peu de l'avenir, mais un truc assez marrant que je fais de temps en temps aussi, je vous donne l'idée comme ça, une fois que si le jeu de données est assez propre, on pourrait demander à Claude, ok, maintenant, j'ai envie que tu crées un petit modèle d'IA pour faire du prédictif sur ces données-là. Et en fait, Claude est tout à fait capable d'entraîner un petit système d'IA. Il n'a pas la puissance de calcul pour entraîner un gros système d'IA, mais pour un petit système d'IA qui analyse de façon restreinte, type IA 2015, ce type de jeu de données, il en est tout à fait capable. Il me rajoute un joli onglet dans le tableau de bord où je peux rentrer des paramètres et les paramètres de ma machine actuelle, et ça va me proposer une prédiction sur est-ce qu'il va y avoir une panne et si oui, d'ici quand. Donc, on peut aller assez loin avec cette capacité de code. On peut même faire en sorte que l'IA crée des IA. Ok. Alors, ça, c'est un peu l'état de l'art aujourd'hui. En effet, Claude 4.6 ou Gemini 3.1 sont sortis dans les derniers mois, dernières semaines. Maintenant, qu'est-ce que ça nous raconte sur l'avenir? Alors, on peut parler de l'avenir, vous savez, c'est pas facile. Surtout dans un moment où les choses changent, évoluent constamment. Évidemment, il y a un haut niveau d'incertitude, donc on peut faire un peu Cassandre, regarder dans sa boule de cristal et donner des feelings, ou alors on peut essayer de faire de la prospective et d'avoir des méthodes analytiques un tout petit peu plus rigoureuses qui nous donnent au moins des outils de pensée.
Il y a un outil de pensée assez sympa pour l'IA. Vous connaissez les lois de Moore. La loi de Moore, pardon, c'est pour la puissance de calcul. Ça fait à peu près 40 ans qu'elle se confirme et la loi de Moore nous dit que tous les 18 mois environ, la puissance de calcul à taille égale est multipliée par 2. Comme ça nous donne des prévisions incroyables puisque c'est exponentiel, tous les industriels travaillent pour faire advenir ce que nous dit la loi. Et donc ce genre de lois empiriques sont un peu des prophéties autoréalisatrices. Eh bien, en IA, on a à peu près la même chose. Ça s'appelle les lois d'échelle neuronales, Neural Scaling Laws. C'est un peu les lois de Moore de l'IA. En 2020, il y a des chercheurs d'OpenAI qui regardent, rappelez-vous, ce que je disais tout à l'heure, la bitter lesson, la leçon amère. Cette idée que plus on fait gros, plus on a de la qualité. Cette idée un peu intuitive de la recherche en IA, ils essayent de la mesurer. Ils regardent dans le passé et ils regardent différents paramètres qui correspondent à la taille des systèmes et ils essayent de les lier à la performance des systèmes et de voir si on peut tirer des lois. Et donc, ils voient qu'il y a déjà une évolution exponentielle, mais très régulière, de la puissance de calcul mise dans les systèmes, premier paramètre, du nombre de données qu'on met dans les systèmes, deuxième paramètre, et de la taille des systèmes, troisième paramètre. Et ils arrivent à mélanger un petit peu ces trois paramètres et à faire une jolie équation, je vous la montre pour le plaisir des yeux, vous n'avez pas besoin de rentrer dedans. Celle-ci, c'est celle de 2022, c'est pas celle d'OpenAI, mais c'est une actualisation un petit peu plus précise. Ils mettent les trois paramètres dedans et on a une jolie équation qui nous permet d'avoir un espèce de prédicteur de la performance du système d'IA. Et quand on regarde dans le passé, sur un passage à l'échelle de la puissance de calcul effective de 15 ordres de grandeur, donc on a multiplié par 1 million de milliards la puissance de calcul, cette loi d'échelle semble se confirmer à chaque passage à l'échelle. Donc évidemment, quand on a ça, les chercheurs se disent qu'est-ce qui se passe si on extrapole ? Qu'est-ce qui se passe si on continue le trait ? Donc ça nous donne une baseline pour étudier un peu l'avenir. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais si les progrès continuaient de la même façon que dans le passé, voilà ce qui se passerait. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces lois d'échelle ? Donc, en 2023, il y a GPT-4 qui sort, je vais faire un abus de langage, mais on peut dire qu'il a la capacité à produire les résultats intellectuels d'un étudiant universitaire environ. Ce n'est pas un étudiant universitaire, il ne sait pas faire le café, etc. Mais il produit des résultats intellectuels qui sont à peu près équivalents à ceux qu'on attend d'un étudiant universitaire. Il y a quelques éléments qu'il ne fait pas, il y a d'autres éléments qu'il est capable de faire bien mieux qu'un étudiant universitaire. Il est capable de parler 50 langues, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui peuvent parler 50 langues. En 2023, les lois d'échelle nous disaient qu'en 2025, on aurait des systèmes qui seraient à peu près du niveau doctorant. O1 de OpenAI, le premier système capable de raisonner, arrive en septembre 2024 et atteint à peu près les performances qu'on attendait en 2025, donc un peu en avance. Et en 2025, on a O3 qui sort, Claude 4.5, Gemini 3, qui sont plutôt du niveau docteur dans la plupart des domaines de l'humanité. Donc on avait déjà un peu pris d'avance par rapport aux prédictions. Si on prend les lois d'échelle et qu'on actualise avec les données de 2025, à quoi on peut s'attendre entre 2028 et 2035 ? Alors, ce que nous disent les lois d'échelle, brutalement, c'est qu'entre 2028 et 2030, en plus, on va avoir beaucoup de puissance de calcul qui va arriver sur le marché en 2028. En ce moment, on est dans un gros moment de construction de centres de calcul. Il faut s'attendre à ce qu'on ait de nouveau 1 ou 2 ordres de grandeur de passage à l'échelle et qu'on ait des systèmes d'IA qui soient du niveau des meilleurs experts humains dans à peu près tous les domaines. Donc c'est ici par exemple qu'en code, comme ça va être un des trucs qui va avancer le plus vite et qui va être le plus frontière, il y a des chances qu'autour de 2028, en effet, il n'y ait plus beaucoup d'humains qui soient meilleurs que des IA pour quoi que ce soit dans le code. Et puis si on continue le trait, entre 2030 et 2034, évidemment, plus on va dans l'avenir, plus on a une marge d'erreur qui augmente. C'est aussi ça, faire de la prospective un peu rigoureuse. Donc, la timeline est un petit peu plus souple, mais il faut s'attendre à ce qu'on ait des systèmes. Alors, selon les moments, on les qualifie de AGI, intelligence artificielle générale, ASI, super intelligence, etc. En tout cas, des systèmes qui soient plus intelligents que n'importe quel humain et potentiellement vastement plus intelligents que toute l'humanité. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui va arriver. Mais ce scénario, comme c'est la baseline que nous donnent les lois d'échelle, évidemment, il intéresse beaucoup et un certain nombre de gouvernements, d'entreprises le regardent et font tout pour que ça advienne et se disent « si moi je ne le fais pas, c'est les autres qui vont le faire » et donc ils sont tous en train de courir derrière ce scénario-là. Je vous parlais des investissements complètement dingues qu'il y a dans Nvidia ou qu'on voit dans le projet Stargate, 500 milliards de dollars pour les infrastructures de l'IA, les Émirats arabes unis qui mettent 1200 milliards de dollars, etc. Tout cet argent qui est mis dans ce domaine, c'est parce qu'il y a cette timeline en tête. Qui, évidemment, si elle arrive, ça veut dire qu'ici,
on automatise l'économie, on automatise la science, et on change complètement de civilisation. Ce qui est évidemment très court, alors ça c'est les capacités technologiques, après le temps qu'elles se déploient dans la société, il y a un petit peu plus de temps. Mais vous voyez que c'est quand même des timelines très courtes par rapport à notre avenir. Alors quand même, il y a deux éléments qui peuvent, je crois que... Ah, j'en prendrai 4. Oui, mais j'avais commencé avec 6 de retard. Il m'aura pas sur les maths. Il y a quelques éléments qui peuvent ralentir tout ça. Premièrement, je vous l'ai dit, pour augmenter la performance, là sur ma petite timeline, je vous montre que la performance. Mais pour augmenter la performance, il faut plus de données, plus de puissance de calcul. Tout ça, c'est pas simple. La donnée, pour l'avoir, aujourd'hui, on a consommé à peu près toute la donnée de l'humanité, donc on se pose la question de comment on va faire. Pour la donnée, on a plein de solutions, ce qu'on appelle le data wall, le mur de la donnée. Je m'attends à ce qu'on le passe assez facilement. Une des grosses solutions, je donne juste un mot là-dessus, c'est la robotique. En ce moment, il y a toute une vague de la robotique humanoïde qui se déploie. En robotique, les gros problèmes qu'on avait n'étaient pas des problèmes de physique, c'était surtout, avant tout, des problèmes d'intelligence. Et donc, avec l'IA, la robotique est en train de prendre un essor absolument phénoménal. Et en ce moment, il y a un gros enjeu. Tous les constructeurs de robots, en fait, ne vendent pas des robots. Ils vendent des moteurs à données. Ils pourraient vous donner le robot, ils s'en foutent en fait, parce que ce qu'ils veulent, c'est mettre le plus de robots possible un peu partout, parce que tous ces robots sont des points de captation de données sur le monde réel, qui permettent ensuite d'améliorer les systèmes d'IA, qui permettent d'améliorer les robots, etc. Donc on a sûrement à partir de fin 2026 et en Chine, c'est déjà largement commencé, mais dans nos pays, on est un petit peu plus frileux sur la robotique. Il faut s'attendre à une accélération drastique de la robotique parce qu'il y aura en plus une incitation très forte, parce que la robotique va nous amener tout le jeu de données dont on manque aujourd'hui. C'est un jeu de données sur le monde réel. Peut-être vu d'ailleurs qu'il y a celui-là là, qui est déjà commercialisé. Vous pouvez l'acheter pour $20 000 ou $499 par mois. Vous le recevrez en mai, je crois. Au début, il va être nul, mais la boîte qui fait ça, OneX, elle investit plein d'argent pour que des téléopérateurs prennent la commande du robot dès qu'il n'est pas capable de faire quelque chose pour le faire de façon téléopérée, ce qui permet de fournir des scénarios d'interaction qui sont autant de données pour l'améliorer ensuite. Donc, ils sont malins, ils essayent de trouver des systèmes. Là où il y a un vrai goulet d'étranglement, ça va être surtout sur l'énergie. On revient au plus fondamental. Parce qu'en effet, pour entraîner ces systèmes, il va falloir mettre toujours plus d'énergie dedans, de matériaux rares, etc. Mais c'est surtout l'énergie qui va faire goulet d'étranglement. Aujourd'hui, la question des puces et de l'énergie devient critique. Et on s'attend à ce qu'autour de 2028, jusqu'à 2028, on va avoir ce qu'il faut, mais autour de 2028, on va être face à une pénurie. Il va falloir construire toute la capacité énergétique supplémentaire pour pouvoir produire des systèmes d'IA encore plus puissants si on continue à juste faire plus gros. Donc autour de 2028, je m'attends aussi à ce que ça équilibre les choses sur le fait qu'on ait beaucoup plus d'investissement sur l'amélioration des algorithmes, parce que ça va devenir extrêmement cher. Il faudra construire des centrales nucléaires dédiées pour avoir des systèmes d'IA plus performants. Est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien. On est dans un monde environnementalement contraint. Si on fait une course industrielle pure et dure à des systèmes super intelligents, on risque de clairement augmenter le problème. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on voit ce goulet d'étranglement très fort entre 2028 et 2030. Il va y avoir une pression sur la question énergétique. Elle commence déjà un petit peu. Alors, je vais finir là-dessus. Évidemment, tout ça, je l'évoque très rapidement. Si vous avez envie qu'on en discute, je dédicacerai des bouquins cet après-midi, donc on peut en parler. J'ai écrit un livre sur la dimension géopolitique et prospective de l'IA, où j'aborde toutes ces questions-là. Je montre un petit peu plus en détail comment ces lois d'échelle se compose et ce qu'il en découle. Il est évident que quand on est face à ces échelles, ces montants, ces enjeux énergétiques, l'intelligence artificielle n'est plus du tout un gadget de la Silicon Valley. C'est pas juste des vues, c'est des produits super cool et on peut faire des choses magiques avec. C'est aussi l'enjeu géopolitique, géostratégique majeur de notre ère. Poutine a dit que le leader en intelligence artificielle dominerait le monde. On n'a pas très envie que ça sorte de sa bouche, mais c'est pas complètement faux. Les timelines de l'intelligence artificielle rythment énormément la géopolitique de notre monde. Et les enjeux énergétiques en Iran, au Venezuela, etc. sont aussi liés à ça. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'au Venezuela, si vous avez suivi un peu les infos, on n'a pas encore tous les détails, mais Claude a été massivement utilisé en termes stratégiques pour l'attaque qui a été menée contre Maduro. Donc c'est aussi des enjeux militaires. Alors ça paraît un peu négatif, évidemment, ces enjeux négatifs existent et il faut avoir un esprit critique par rapport à tout ça. On va avoir un rôle à jouer en tant que citoyen pour éviter que ça aille n'importe où. Mais
ce rôle à jouer, il a déjà largement commencé et moi je vois des très beaux signaux. On voit, c'était vendredi il y a 10 jours, Anthropic, vous avez peut-être suivi, c'était la saga du week-end, a refusé de donner tout accès à ces systèmes au département de la Défense américain parce qu'ils ne voulaient pas que le département de la Défense les utilise pour faire de la surveillance de masse ou faire des armes létales autonomes. Ils ont dit ces deux lignes rouges, on ne veut pas les dépasser. Le gouvernement américain, très mécontent, les a taxés de danger pour la chaîne de valeur industrielle américaine, de la sécurité américaine. Et face à ça, réaction du marché, Anthropic passe premier sur l'App Store et ChatGPT, qui accepte le contrat, dégringole et tout le monde passe de ChatGPT à Claude. Ce qui est pas déconnant parce que Claude est vraiment bien meilleur que ChatGPT aujourd'hui. Mais donc, en plus, on a vu l'humanité réagir avec un très beau signal. L'humanité veut se ranger derrière les boîtes qui vont jouer pas juste sur la sécurité nationale des pays et l'aspect guerrier de l'IA qui existe, mais qui vont jouer sur la protection de l'humanité et le fait que ces systèmes soient utilisés à bon escient. Donc j'espère que ça vous donnera envie, bien sûr, d'explorer, parce qu'on ne peut jamais se faire un avis tant qu'on n'a pas les mains dans le cambouis. Allez explorer, soyez curieux, utilisez ces systèmes, ils vont vous donner des super pouvoirs, on a une époque exaltante, mais regardez aussi tout ce qu'il y a derrière les gadgets cool pour préparer votre regard citoyen sur ces sujets qui sont absolument majeurs. Un grand merci pour votre écoute et j'espère que vous retrouvez cet après-midi pour discuter de tous ces sujets passionnants. Merci beaucoup Flavien Chervet. L'humanité du West Data Festival pour toi.